Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le Rendez-vous Cinéma, la chaîne de presque qualité qui se demande comment certaines chaînes YouTube font pour faire des critiques sur Wonder Woman 1984, puisque le film n'est pas sorti en Europe. Mais comme toujours, je suis avec Blue Torch, comment vas-tu? Et salut Divan, ça va comme toujours. D'ailleurs, on va commencer direct par cette information. Qu'est-ce que tu penses de ces délicieuses chaînes YouTube qui commencent à critiquer un film sorti seulement aux USA? Bah, ça me donne envie de voir le film. Après, bon, vu qu'il n'est pas encore sorti, je ne peux pas encore le voir. Ah, mais il n'existe même pas en VF. Non? Ouais, Non? ça, j'avoue que c'est un peu pratique, genre. Ils auraient pu tourner les critiques avant, mais attendre que ça soit sorti au moins en VF pour diffuser. Enfin, Mais en vrai, ils auraient pu tourner leurs critiques et attendre que le film sorte au cinéma chez nous. mais Mais non, ouais, et non. Mais bon, en même temps, qui est hypé par Wonder Woman? Voilà. ouais, j'ai envie de le voir, moi. De là à dire que je suis hypé, il y a grand pas. Ça fait longtemps que je Euh, n'ai plus été hypé réellement par un film. Après. Ah, en parlant Enfin, de films, euh, de films qui ne sont pas hypants. Black Widow sera disponible à 30$ sur Disney+, alors que plus de 300 films attendent de sortir en salle, et d'ailleurs Netflix en rachète quelques-uns au passage. Es-tu hypé par Black Widow? euh, pas vraiment, non. Euh, c'est genre les Marvel, je les ai bien aimés jusqu'à Thanos. Et en fait, ici, ça tarde un peu à sortir. Ça va être une partie beaucoup moins intéressante. Je vais sans doute les regarder, au moins les films. Euh, les séries, moins sûr. Mais en plus, Black Widow, c'est une série, non? Enfin, c'est une Non, c'est série, un non? film. C'est un film. Ah. Ils ont fait un film sur un personnage dont tout le monde s'en fout. Qui est mort en plus. Spoil. Spoiler. Ça fait genre 3 ans que le film est sorti. Donc, c'est plus du spoil. Et de toute façon, on a le droit de spoil tous les films Marvel au hasard. Voilà. Parce que c'est Marvel et que c'est nul. Au hasard, juste Marvel, par contre. Euh, Non, mais globalement, le film, je le regarderai sans doute à un moment. Quand exactement, voilà. Si je le regarde dans un an, c'est pas possible. Non, peut-être plus tard, hein. Bah, je Mais bon. pense pas, je crois qu'on va être obligé de couvrir l'actualité sur ce point de vue. Ah, c'est sûr que s'il apparaît dans le rendez-vous ciné, ça va sans doute accélérer le moment où je vais le regarder. Mais je vous cache pas que s'il y a d'autres films plus intéressants à voir, ils risquent de sauter. Bon, Euh, ça con- me dérange pas de le voir pendant le rendez-vous ciné, même. Oui. Continuons avec OSS 117. Alerte rouge en Afrique noire. On sortit une nouvelle bande-annonce et elle, elle s'est chopée une nouvelle polémique. Une polémique de racisme. Qu'est-ce que tu penses de la bande-annonce et de cette polémique en rapport avec le film? Alors, je trouvais la bande-annonce très normale et pas vraiment propice à une polémique. Sinon, le film en lui-même a l'air totalement osef. Mais je me suis jamais vraiment intéressé aux ESS 117, donc voilà. Après, de là à dire que la bande-annonce mérite une polémique, c'est peut-être très exagéré, quoi. Enfin, très bon, hein. Les gens ont tendance souvent à trouver des polémiques un peu partout. Oui, et surtout que les gens ont tendance à juger un film de 1h30 sur des trailers de 1 minute. Ouais, pas faux. Lupin. Lupin, une série qu'on a parlé sur la chaîne, dont on vous a parlé sur la chaîne, euh, a fait top 1 pendant plusieurs jours dans certains pays d'Europe et pour la première fois un top 3 aux USA pour une série française. Bien joué. En effet. Je connais pas la série par contre, mais je me souviens même plus qu'on en ait parlé pendant le rendez-vous ciné. Mais Non, c'est si tu pendant le un dis. critique. Ah, c'est peut-être pour ça que je m'en souviens plus. Euh, Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, d'après Deadline, un média américain assez sérieux, Chris Evans
l'interprète de Captain America, serait de retour dans son rôle pour un ou deux films, euh, vo- un ou deux films, mais qui ne seront pas Captain America. Bah, ce n'est pas impossible. Déjà, il pourrait largement apparaître dans Black Widow, typiquement. Ah, bon, après, si l'annonce a été faite ici il n'y a pas longtemps, globalement, vu que Black Widow a été déjà tournée depuis un petit temps, il n'y a pas forcément beaucoup de chance, mais même, il suffirait d'avoir des flashbacks pour qu'il apparaisse dedans, typiquement. Donc, Mais c'est pas est-ce vraiment. que ce ne serait pas un aveu de faiblesse et un peu de mise en arrière de la part de Disney d'avoir tué l'un des personnages phares de la saga Marvel? Ils ont tué plus que un, enfin, pas vraiment tué, mais plus que un personnage phare de. Oui, lui est Iron Man. Oui, voilà. Et sinon, tous les autres, on s'en fout, en fait. Ouais. Bah, ils ont laissé Thor en vie, qui était un peu le big three de Marvel. D'ailleurs, Thor aura encore des films. Mais après, Captain America n'est pas mort non plus. Euh, il n'est juste plus en état d'être en service. Bah, il est plus en état d'avoir des films à lui. Oui. Voilà, après, c'est pas étonnant qu'il apparaisse dans d'autres films. Il suffirait d'un flashback ou quoi. Et il n'y a pas grand chose de plus à dire, quoi. Continuons avec Netflix qui a annoncé la moitié de son line-up 2021 dans une espèce de bande-annonce trailer qui devrait être à environ un nouveau film par semaine. Donc, c'est très énervé comme line-up. Est-ce que tu es intéressé ou qu'est-ce que tu penses de cette news, plus généralement? Bah, c'est pas plus mal qu'il y ait beaucoup de films qui sortent sur Netflix, surtout que de ce que tu avais dit plus tôt, Netflix a apparemment racheté beaucoup de films qui auraient dû sortir au cinéma, ce qui est Oui. pas plus mal pour les films d'une certaine manière, d'avoir une plateforme sur laquelle sortir, à défaut de pouvoir sortir au cinéma. Un peu dommage qu'ils ne puissent pas sortir au cinéma, évidemment, mais bon, dans la situation actuelle, les films s'arrangent comme ils peuvent. Mais enfin, sinon, l'espèce de trailer de Netflix, c'est très épileptique, si on peut dire. Et il ne donne pas spécialement envie de s'intéresser à un film en particulier. Limite, il donne un peu envie de suivre l'actualité Netflix pour voir les films qui sortent et voir les bandes annonces au moment où les films sortent. Mais sinon, c'est assez compliqué de s'intéresser à un film en voyant genre littéralement 2 secondes par film, plus ou moins. C'est vrai. Mais le nouveau Dwayne Johnson, personnellement, m'a hypé. Parce que c'est Dwayne Johnson et généralement c'est très con ce qu'il fait, mais c'est sympathique. Entre autres. Mais sinon, on peut continuer par Disney. Tiens, tiens, Disney en prend plein la gueule aujourd'hui. C'est mérité. Parce que c'est Disney. Annonce de 2 nouveaux jeux vidéo des franchises Disney. Premièrement, de Star Wars. Chez Ubisoft. Comme quoi, il y a une réelle volonté d'épuiser et d'abuser de la franchise par Disney. Et pourtant, est-ce que ça hype quelqu'un un nouveau jeu vidéo sur Star Wars? Je pense pas. Bah, les Battlefront avaient fait beaucoup de succès. Ouais, mais Donc, il y a eu une polémique énorme sur le Battlefront. oui, il y a eu une polémique énorme sur la Battlefront, mais ils ont quand même fait beaucoup de succès. Et après, au final, les Battlefront se posent quand même assez bien parmi certaines sagas comme Call of Duty ou l'autre truc. Battlefield? Ouais, c'est ça, Battlefield. Merci. Je ne retrouvais plus le mot. C'est voilà, c'est un FPS un peu différent des deux autres, qui a en plus un univers assez vaste, qui peut le rendre assez intéressant d'un point de vue d'un peu d'histoire. Mais depuis le Battlefront 2, EA a sorti deux autres jeux vidéo. euh, Jedi Fallen Order, ou qui est un jeu, comment dire, narratif, non, un jeu d'aventure où tu incarnes un Jedi, et
un jeu Squadron où tu es un pilote de vaisseau spatial. Et j'ai vraiment peur que Ubisoft fasse d'Ubisoft, c'est-à-dire un mauvais jeu vidéo. Mais comme quoi, c'est quand même assez cocasse que deux entreprises avec des problèmes de créativité se réunissent pour faire de la thune avec une franchise. On fait de la thune comme on peut. C'est sûr. Et deuxième jeu vidéo annoncé, un jeu vidéo Indiana Jones par Bethesda. En vrai, j'ai peur que ça fasse une redite par rapport à la franchise Uncharted ou Tomb Raider qui a déjà beaucoup mâché tous les codes du jeu vidéo d'aventure. J'ai pas vraiment grand-chose à dire dessus. Très bien. Et terminons ces actualités par Summer of 21, la suite du court-métrage, oui, de Gaspard Noé sorti en salle, Lutz Eterna, faisant la pub de Yves Saint-Laurent avec des expérimentations visuelles cette fois-ci, comme le cinéaste nous en a donné l'habitude. Quel est ton avis sur cette vidéo de 8 minutes? Bah, d'un point de vue réalisation, la vidéo est bien, mais après, je suis pas très doué pour commenter en général la réalisation. Après, d'un point de vue scénario au niveau de la pub, bah, il n'y a pas vraiment de scénario. Ah non, il n'y a pas de scénario. Voilà, c'est genre une pub et ça présente même pas le produit, genre. Mais si, les produits sont les vêtements que les actrices Ouais, portent. je me Ah, doute, mais mais bon, bon. c'est pas. Voilà, c'est pas hyper intéressant. C'est le genre de pub qui passe en boucle dans le magasin Yves Saint Laurent. Ah non, franchement, si on avait plus de ce calibre-là, je ferais un peu plus les magasins. En vrai. Mais c'est un court-métrage qui est visuellement... C'est bizarre. C'est un court-métrage visuellement intéressant, avec une grammaire visuelle assez complète, quelques beaux jeux de lumière, de perspective aussi qui sont pas mal, des jeux de profondeur, et surtout le split screen qui apporte réellement quelque chose à la narration, même si c'est une narration assez simple. Voilà. C'est un bon moment à passer devant une vidéo de 8 minutes. Surtout en ce moment sur YouTube où il n'y a pas beaucoup de choses à regarder. Tiens, 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 il n'y a pas beaucoup d'argent sur les pubs. Est-ce que c'est un rapport? Peut-être. Bon, continuons avec le premier film de cette actualité que tout le monde attend. 100% bio. Paf. L'histoire d'un boucher basque qui n'est pas content quand sa fille ramène un vegan parisien. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, j'ai un avis assez mitigé en fait sur le film. D'un côté, j'ai l'impression d'avoir passé un plutôt bon moment à le regarder avec certaines scènes qui font rire et sourire. Voilà, le film semble sympa, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que le film n'a aucune cohérence avec lui-même. En fait, le film est assez sympa quand même en général. Il y a quelques scènes drôles qui font sourire pour la plupart. Euh, voilà, mais sinon, à part ça, le film est clairement pas ouf en fait au final. Bon, déjà, le personnage du vegan, si on prend rien que ça, parfois il est chouette parce qu'il est assez drôle, mais parfois il est juste extrêmement chiant à voir dans ses attitudes et tout. Enfin, ça, c'est un exemple en soi, ça c'est encore passable, parce que d'une certaine manière, c'est un peu le rôle du personnage d'être à la fois drôle et à la fois chiant limite par moment.
Mais après, même, le film, c'est censé être une comédie, mais plus la moitié du film n'est pas vraiment drôle, en fait. Je dis pas que dans une comédie, il faut vraiment rire H24, mais là, il y a genre 20 minutes de scènes qui sont vraiment à caractère humoristique. Et le reste, la plupart du temps, c'est juste un film normal avec juste des scènes basiques pour dire que ça reste cohérent au niveau scénario, ce qui rend le film assez peu intéressant à ce niveau-là. En plus, si on prend la fin, bon, pour le coup, je spoilerai un peu, genre à la fin, ils reprennent la charcuterie du père et ils en font un espèce de mix charcuterie et magasin bio, mais genre ça n'a aucun sens que le père, à la fin, arrive à la charcuterie et soit ému et tout, par rapport à tout le reste du caractère du père, qui n'a pas vraiment eu beaucoup d'évolution au cours du film. Genre, il devrait limite être outré et ultra en colère de voir sa charcuterie comme ça transformée en magasin bio, quoi. Enfin, il n'a pas un très bon point de vue à ce niveau-là depuis le début du film. Enfin, bref, pour moi, le film n'est pas forcément ouf. On passe pas un mauvais moment à le regarder, ce qui est quand même un assez bon point positif. Mais voilà, sinon, quitte à regarder ça, autant regarder une autre comédie qui sera plus drôle et qui sera plus intéressante à regarder, juste parce qu'elle sera plus drôle et que c'est quand même le but d'une comédie. Bon, très bien. Donc, le film est réalisé par le réalisateur de Camping, Disco, All Inclusive. Donc, Monsieur Otoniente est un réalisateur qui a l'habitude de faire des mauvais films, on va dire. C'est sûr que quand tu dis Fabien Otoniente, t'as pas le mot chef-d'œuvre qui te vient à l'esprit en pensant à ces films. Loin de là. Le film se moque des gens qu'il parle, il se moque du Pays Basque et des véganes. Les deux en même temps, c'est pas de chance, les gars. Mais j'ai été très agréablement surpris en constatant que le film n'était ni homophobe ni sexiste. Ce qui est quand même assez rare dans le cinéma français. Et je vais conclure en disant que c'est un film mauvais, mais moins pire que prévu. Donc voilà. Comment peux-tu conclure, toi? Ce film. Oh, moi j'ai déjà dit plus ou moins la conclusion, quoi. Le film est clairement pas ouf. Et quitte à regarder une comédie, autant regarder autre chose, quoi. Nicky Larson? Je dirais pas jusque-là. Ils sont plus ou moins au même niveau. Nicky Larson est plus drôle, mais beaucoup moins intéressant niveau scénario. Voilà, au moins niveau scénario, il y a un peu d'intérêt à regarder 100% bio, si on peut dire. Mais quoi? Pas grand-chose, hein. Mais, Voilà, mais par comment rapport à ça? Nicky Larson, 100% bio, c'est un scénario débile, des vannes nulles, où tu te moques de l'histoire ou des personnages, mais pas avec les personnages ou les histoires. Alors que Nicky Larson, c'est réellement un film qui se veut humoristique et qui réussit avec ses blagues. pour le coup, Nicky Larson est un peu plus de catégorie humour, je trouve, que 100% bio, qui a beaucoup moins de moments vraiment drôles. Mais là où je peux pas dire que Nicky Larson est moins drôle, Nicky Larson est en effet plus drôle que 100% bio. 100% bio a d'autres points positifs que Nicky Larson n'a pas. Juste d'un point de vue scénario, 100% bio a beau être très peu intéressant au niveau scénario, avec un scénario clairement pas ouf et pas très cohérent, il reste toujours plus intéressant à regarder ce scénario-là que le scénario de Nicky Larson. Oh, mais comment je suis pas d'accord? Oh, c'est grave à quel point t'as des goûts de chiottes. Donc, passons au prochain film, Pieces of Woman. Donc, Pieces of Woman raconte l'histoire d'un couple qui attend un enfant et ça tourne mal. L'histoire se passe entre décès, procès et mère autoritaire et aussi couple qui bat de l'aile,
qui s'autodétruit même. Et c'est une chronique intime qui plonge dans le deuil en parlant de ses conséquences et parfois les difficultés pour y survivre. Je vais commencer en disant que les premières 20 minutes sont extrêmement maladroites, voyeurisme, peut-être sadique, par rapport au personnage principal. L'histoire raconte comment une femme est assignée, est vraiment assignée à la mort de son enfant et n'est perçue que par ce prisme-là, par son entourage. Et pourtant, l'histoire continue à raconter comment elle continue à avancer dans la vie et à ne pas faire attention à ses proches qui... comment je peux dire ça? Qui se concentrent sur vraiment la mort et les conséquences de celle-ci. C'est vraiment une fuite en avant pour la personnage principale. Le réalisateur essaye de se demander comment mettre en scène ce drame et il essaye de créer beaucoup de mouvements en jouant justement avec cette fuite en avant, avec une finesse, une précision intéressante et une maîtrise et un savoir du hors-champ et du cadre dans le miroir, disons. Les dialogues sont bien écrits et ils se veulent subtils. Cependant, le film, il est quand même vachement factice. Je vais vous dire ça en 2 points. Le film parle de personnages pas très attachants, voire parfois très bêtes, avec des acteurs qui cabotinent. Et qu'est-ce que c'est pas subtil, parfois? L'histoire des graines ou du pont. Pour... Vraiment... J'avais vraiment l'impression de lire un bouquin sur comment écrire une histoire. Et en 2e point, c'est le film, il fait trop cinéma, il fait trop factice. On sent que c'est vraiment un film qui se veut Oscar. Et c'est d'ailleurs ce film-là qui va être sélectionné, enfin être envoyé aux Oscars par Netflix. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, moi, ça va être beaucoup plus simple que toi. Je n'ai pas aimé ce film. Voilà. Et moi non En fait, plus. ouais, oui, non, mais effectivement, mais toi, t'as été beaucoup plus dans les détails et tout pour l'expliquer. J'essaie d'être moi, positif. je vais pas vraiment essayer d'être beaucoup positif. J'ai quand même un point positif, plus ou moins, dans mes différents points, mais voilà, c'est pas un point positif non plus des plus intéressants. En fait, je trouve le film très lent, pas très intéressant, et du coup, le film est vraiment très chiant à regarder. En fait, déjà, juste, si on prend la lenteur du film, le film a tendance à beaucoup s'éterniser. Juste si on prend les 30 premières minutes du film, c'est quasiment que... Enfin, ces 30 premières minutes du film, c'est quasiment que l'accouchement qui se passe. Oui. Et c'est long, 30 minutes pour avoir un accouchement. Alors même si l'accouchement se passe pendant entièrement un plan séquence, très long plan séquence, assez bien fait, ça reste très long. Et la scène aurait pu durer 10 minutes d'un plan séquence aussi bien fait, que ça aurait fait le même effet, je trouve, sans avoir les qualificatifs de long à la scène. En fait, j'avais limite... Je ne suis pas d'accord. Pour moi, les premières 30 minutes sont vraiment le point positif du film, puisque ça te met dans les conditions des parents et tu ressens le choc brutal à la mort du gamin. Enfin, si t'avais lu le synopsis à l'avance, tu sais, le gamin mourait. Et clairement, tu étais en mode, bon, quand est-ce qu'il va mourir pendant l'accouchement? Et genre vraiment, j'ai regardé dans la barre Netflix pour voir quand est-ce que l'accouchement finissait. Et je voyais que ça ne finissait jamais. J'ai dit, mais c'est beaucoup trop long l'accouchement, alors que je sais déjà ce qui va se passer. Et Est-ce que tu as regardé les 30 premières minutes en vitesse en .5?
J'aurais pu. En fait, j'allais dire plutôt, j'allais dire que j'aurais pu plutôt lire le synopsis et passer directement à la 30e minute du film. Et clairement, je savais déjà tout ce qui se passait avant juste en lisant le synopsis parce que j'avais déjà le gros. La femme, elle est enceinte et son enfant va mourir. Voilà, c'est ce que racontent les 30 premières minutes. Alors, ça a beau avoir quand même des éléments importants, comme tu disais, se mettre à la place des parents, avoir vraiment leur point de vue. Aussi au niveau du procès, beaucoup d'éléments qui se déroulent pendant la scène de l'accouchement reviennent au niveau du procès dans les explications. Euh, et sinon, même toute la scène, mais vraiment dans l'ambiance plus ou moins du film, mais ça reste très long, 30 minutes. Et clairement, pour moi, c'est pas un avantage. La scène, vraiment, elle aurait pu durer 10 minutes. Il y aurait eu genre un total de genre 15 minutes d'introduction avant de vraiment entrer dans le vif du sujet. Et le film aurait été mieux. Il n'aurait pas forcément été meilleur, vraiment bon, mais il aurait quand même été mieux, je trouve. Mais en fait, quand j'ai regardé cette scène de presque 30 minutes de plan séquence, j'avais l'impression que les réalisateurs avaient juste envie de mettre des plans séquences parce qu'ils aimaient bien ça. Et ils ont décidé d'en faire un ultra long, même s'il n'était pas très utile en fait. Enfin, bref. Sinon, pour parler un peu d'autre chose que cette scène, le reste du film est clairement pas ouf en fait. Comme j'ai dit, donc on passe les 30-40 premières minutes à montrer à quel point ils sont heureux et que voilà, on nous met dans l'ambiance du film. Puis après, on a 1 heure où le couple s'autodétruit psychologiquement, leur relation et tout. Bon, ils évoluent un peu et pas beaucoup en même temps. Voilà. C'est la base du film, donc c'est quand même censé être le point de vue le plus intéressant, mais c'est pas non plus insane. Puis après, on a plus ou moins à la fin 30 minutes de procès, qui est pour moi le moment limite le plus intéressant du film. Mais en fait, je trouve que toute la partie procès, elle déteint totalement en fait avec le reste du film. Genre, j'ai l'impression que limite c'est deux films différents, les premières 1h30 et après les 30 dernières minutes. J'ai l'impression que le film a essayé de changer d'orientation à la fin pour passer hop le procès, conclusion sur le développement du personnage et enfin même si le procès je l'ai trouvé assez bien et ça fait la fin du film au final je l'ai un peu apprécié même si le reste du film j'ai pas du tout apprécié. Je trouve que le procès va pas du tout avec le reste du film par rapport à l'ambiance qu'il donne. Enfin bref, pour conclure, pour moi le film est clairement pas ouf. Il n'est pas totalement raté, hein. Il a quelques points positifs, comme on l'a cité, les plans séquences sont assez bien faites. La partie du procès est intéressante, même si elle ne va pas vraiment avec le reste du film. Mais juste la lenteur du film et le fait qu'il est assez peu intéressant décroche totalement et fait qu'on a juste envie d'arriver à la fin le plus vite possible en fait. Donc tu t'es ennuyé la première heure et demie, en fait. Ouais, c'est ça. Et Très après la dernière demi-heure, j'étais en mode, ouais, bon, le film est intéressant et voilà, il y a quelques trucs qui sont pas mal en fait. Ouais, ouais, c'est plus ou moins ça. Je me suis ennuyé la première heure et demie. Donc, moi, je vais dire que c'est un film, comment dire, qui n'est pas à voir. En tout cas, pas pour tout le monde. J'ai regardé en préparant cette émission certains avis sur Internet et notamment ça a choqué quelques personnes. Donc, attention si vous êtes sensible à ce genre de sujet, surtout pour les 30 premières minutes. Mais sinon, personnellement, je pense que c'est un film passable et oubliable qu'on n'en parlera plus très longtemps. Voilà. Bon, passons au troisième et dernier film de cette sélection. L'orphelinat. L'orphelinat raconte l'histoire de Laura, une orpheline qui a bien grandi et qui décide de vivre dans l'orphelinat dans laquelle elle a vécu pour lui donner une seconde jeunesse. Son fils tient des propos assez bizarres sur des amis imaginaires. Elle n'écoute justement pas son fils jusqu'au jour où il disparaît. Et je vais commencer en disant que c'est un film fantastique et dramatique.
C'est un film qui fait très conte, qui est d'ailleurs inspiré de Peter Pan. Ce film est un peu un espèce de train fantôme, notamment avec la séquence du médium, mais à aucun moment le film n'est un film de fantôme. C'est un film de fantôme sans fantôme en fait. Et bon, je sais quand je dis ça, ça donne l'impression que je dis que c'est un porno sans sexe, mais dans le film, on a peur de notre conception des fantômes, et donc on a peur de notre peur des fantômes. C'est assez bien joué là-dessus. Le film fait quand même très classique dans le genre des cinémas, enfin des films de maison hantée plutôt, et il fait très cinéma justement, très... Mais bon, c'est un peu le paradoxe du cinéma espagnol, il fait très cinéma, il fait très toc. L'étalonnage est assez moche. On dirait vraiment une parodie de film d'horreur au début, la première séquence. Le film est à mon sens trop long. Il y a quelques séquences assez brillantes d'horreur et d'émotion. Pour moi, le réalisateur Bayona sait comment raconter par l'image, même si c'est un premier film et qu'il accuse quand même le coup de son époque. Je crois que de mémoire, il est sorti en 2008, quelque chose comme ça. Euh, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, Clairement, en fait, ce film, déjà, je trouve que c'est le meilleur des trois films ici qui ont été proposés dans ce rendez-vous ciné. Oh, Mais c'était pas dur. pour le coup, effectivement, c'était pas dire, parce que les deux autres étaient pas vraiment ouf. En fait, j'ai pas vraiment un très grand avis dessus parce que j'ai l'impression que beaucoup de mon avis est pas très pertinent en fait à dire et pas vraiment intéressant à dire. Je trouve que le film bascule un peu par moments entre film d'horreur un peu cliché et film d'horreur bien réfléchi. Ce qui est un peu contradictoire, d'où le fait que beaucoup de mon avis, j'ai l'impression qu'il est pas très pertinent. Mais en fait, le film a quand même pas mal de trucs clichés. Par moments, j'avais l'impression que si on rajoutait une présence des esprits et des fantômes et tout un peu plus importante, ce serait vraiment un film d'horreur très classique et tout, assez peu intéressant. Mais à d'autres moments, j'ai l'impression que le film est vraiment assez réfléchi et très intéressant à voir en fait. Je pense notamment à sa fin qui est assez sympa et le film qui apporte en général pas mal d'explications logiques à ces éléments d'horreur, ce qui est quand même un point assez positif, je trouve, en général dans un film d'horreur. C'était notamment le cas dans The Lodge. Voilà. Mais le film garde quand même quelques éléments de surnaturel pour garder un peu cet élément de fantôme, d'esprit et tout. Mais voilà, en fait, clairement, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le film, mais je l'ai plutôt bien aimé. Mais un truc un peu dommage, par contre, sur le film, c'est que je trouve qu'il fait pas très peur, par contre. C'est quand même un film d'horreur, hein. Mais clairement, c'est pas le film d'horreur qui fait le plus peur. En mode, si tu veux frissonner entre amis, tu regardes ce film-là. Non, c'est un film d'horreur sympa à voir, mais sans plus, quoi. C'est un film, si tu le regardes comme ça le soir, juste avant d'aller te coucher, ça va pas t'empêcher de dormir. T'as peut-être Contrairement à un... Rec. Contrairement à Rec, pour le coup, qui lui est un film d'horreur qui fait peur. Plus par rapport à l'ambiance et la réalisation. Mais voilà, il fait peur. Même si j'ai préféré l'orphelinat. Après, bon, je préfère un film d'horreur plus réfléchi qu'un film d'horreur qui fait juste peur. Voilà. Mais voilà, sinon j'ai pas grand chose en plus à dire en fait sur le film. Le film est assez intéressant à voir, sans pour autant être exceptionnel, je trouve quand même. Mais vraiment, c'est un film d'horreur assez sympa à regarder, pas un incontournable, et bon, il fait pas très peur, mais sinon, c'est vraiment un chouette film d'horreur assez réfléchi à regarder. Voilà. Je le conseillerais si vous avez envie de voir un film d'horreur réfléchi qui ne vous empêche pas forcément de dormir. Tu n'as perçu la dimension de drame dans le film? La dimension de drame, c'est à partir du moment où ton enfant disparaît ou que ton enfant meurt, il y a d'office une dimension de drame. Euh, Oui, mais de là à être qualifié à un film de drame, bah, puis toutes les ça fout mal, révélations finales, en fait.
sont très tristes. Elles sont tristes, oui, mais de là à dire qu'il s'agit d'un drame. Surtout que les révélations finales, pour la plupart, arrivent assez tôt par rapport au passé de l'orphelinat. Genre, tout ce qui est passé de l'orphelinat arrive vraiment assez tôt, en fait. Ça arrive après la disparition de l'enfant, en fait, quand ils vont au poste de police. Et qui disent plus ou moins tout ce qu'il y a à savoir sur l'orphelinat. On découvre après aussi ce qui est arrivé aux autres enfants, mais c'est vraiment assez rapide. Et les seuls éléments finaux qui viennent clôturer le drame, comme tu dis, ça va être savoir ce qui est arrivé à Simon, en fait. Non, non, moi je te parle vraiment de la dernière scène du film qui se concentre sur Laura. Mais Oui, quand celle qui ressemble un peu justement à Peter Pan, ou même dans le film, ils font eux-mêmes référence à Peter Pan. euh, En mode, c'est Wendy qui revient du pays imaginaire, mais qui a vieilli, plus ou voilà, moins. voilà cette séquence-là, pour moi, elle est assez touchante justement. Ah oui, mais la séquence est chaude. Comme je dis, j'ai bien aimé la fin. Euh, mais voilà, de là à dire qu'elle est hyper intéressante, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vraiment une fin assez chouette, je trouve, pour un film d'horreur, parce que c'est une fin qui est pas forcément heureuse, hein, qui est quand même d'ambiance assez triste, mais qui est quand même assez chouette, en fait, au final. C'est compliqué, mais je trouve que la fin est assez bonne et n'est même pas vraiment triste, en fait, je trouve. Je trouve que c'est une chouette fin par rapport à l'histoire en général du film. Bon bah très bien. Je vais conclure en disant que le film est un drame d'horreur, mais qui peut permettre à des gens qui ne sont pas familiers au cinéma d'horreur d'y entrer et de s'immerger petit à petit dans le cinéma un peu horrifique. Parce que les gens ont généralement peur du cinéma d'horreur. Alors que fondamentalement, il fait pas aussi peur que ça. Et toi, comment pourrais-tu conclure? Bon, j'ai déjà donné ma conclusion, moi. Très bien. Le film est sympa, enfin, il est assez chouette à voir, pas forcément exceptionnel. Un film d'horreur qui fait pas très peur, mais qui reste quand même assez réfléchi et qui est donc très intéressant à regarder. Voilà, un chouette film. Pas un incontournable, mais voilà. Donc, vous l'avez compris, on vous encourage à regarder l'orphelinat, mais pas les deux autres. Merci Voilà. d'avoir suivi. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. À dans 2 semaines. Salut. À plus.